Bonjour à tous et bienvenue sur Juste après, on fait quoi? On vous a laissé 2 minutes le temps de vous connecter et de répondre au sondage. Donc, on vous laisse, si besoin, encore quelques secondes pour y répondre. Je voudrais juste profiter de ce temps d'introduction pour savoir si vous m'entendez bien. Allez-y, répondez dans Converser. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, c'est nickel, c'est parfait. Eh bien, écoutez, super. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous rencontrer si c'est la première fois sur Juste après, on fait quoi? Je suis Audrey Arnaud et je travaille dans la conduite du changement et l'économie circulaire. Et aujourd'hui, avec moi comme copilote, j'ai la chance d'avoir Christelle Gonidec. Christelle, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Christelle Gunidek. Je suis ravie d'être aux côtés d'Audrey aujourd'hui pour cet épisode numéro 3 de Juste après on fait quoi. Dans la vraie vie de tous les jours, j'accompagne les entreprises dans la conduite du changement et principalement sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui me permet vraiment de les aider à structurer leur démarche. Et Alors, merci aujourd'hui, du coup, Christelle. mon rôle va être d'animer, d'aiguiller au mieux vos questions auprès de notre invitée, Laure. Voilà, donc Christelle a le rôle de la gentille animatrice pour faire en sorte que les questions que vous puissiez poser, qu'elles puissent être intégrées au débat, soit en direct quand cela s'y prête, soit elle les garde au chaud pour avoir un temps de questions-réponses après le live. On a avec nous aussi Laure Desroches. Bonjour Laure. Bonjour. Qui a donc… Ouais. Du coup, je me présente. Je suis Laure Rondeau-Desroches. Je vais participer à ce webinaire aujourd'hui. J'en suis ravie pour parler d'un exemple qui me tient à cœur, Interface. Et j'en parle beaucoup. Et c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui et que j'ai créé ma structure il y a 1 an qui s'appelle Bleu, une structure de conseil en stratégie de développement durable. J'essaye d'accompagner les entreprises à repenser leur modèle et à essayer de viser plus haut que le simple objectif de rentabilité économique, mais aussi évidemment de penser à la dimension sociale et environnementale que porte l'entreprise aussi dans son activité. Alors, merci Laure. Donc, on va voir avec nous quel est l'état d'esprit des troupes et qui est avec nous. Alors, pour ceux qui ont répondu au sondage, on a 15% qui sont optimistes puisque le 11 mai se profile. On a quand même 60% de carpe diem un jour après l'autre. 15% qui sont contents de prendre du temps pour soi pour découvrir Interface et 15% quand même de fatigués. Le devoir, le télétravail commence à peser. Vous êtes globalement 25% de porteurs de projets qui souhaitent changer le monde. On a un chef d'entreprise qui souhaite repenser son modèle. On a 20% de salariés qui veulent faire bouger les lignes. On a 20% de consultants qui veulent mieux servir leurs clients. On a un étudiant qui veut contribuer à un monde plus vertueux. Et puis, on a 30% de curieux que la thématique intéresse. Alors, on a une question un peu classique qui est de savoir est-ce que vous connaissez Interface ou non? Eh bien, c'est assez partagé. On arrive sur du 50-50. Voilà pour les sondages. Alors, peut-être avant de commencer cette interview, je vais en profiter pour couper cette partie-là et vous présenter un petit peu plus Juste après, on fait quoi? Alors, Juste après, on fait quoi? C'est un mouvement qui cherche à vous inspirer, à réfléchir et à trouver ensemble les modèles économiques de demain. Ce qu'on veut principalement, c'est tordre le cou à l'idée que pour qu'un business model soit vertueux, ça veut dire qu'il n'est pas rentable. On veut montrer que si, on peut allier du coup recherche d'impact économique et social avec un business model rentable. Les 2 premiers lives, on a eu des entrepreneurs qui ont été présents, qui nous ont raconté leur parcours. Et aujourd'hui, on a le plaisir du coup d'avoir Laure qui va nous raconter l'histoire d'Interface, une entreprise qui a cherché à changer son modèle. Et je pense que ça va parler à un certain nombre d'entre vous, puisque vous êtes peut-être vous-même des salariés qui cherchaient à faire bouger les lignes et à faire changer le modèle de votre entreprise. Alors, Interface, c'est un long chemin à raconter puisqu'ils ont commencé leur transformation en 1994. C'est pourquoi, en fait, on vous propose de mieux la connaître en 2 épisodes. Donc, aujourd'hui, on a le premier épisode avec Laure qui va nous raconter la mission zéro. On va en apprendre un peu plus sur ce que c'est que cette mission zéro aujourd'hui. Et on aura le plaisir de recevoir mercredi prochain à 14h Michael Cornou qui est chez Interface et qui nous racontera du coup la fin de la mission zéro
et la nouvelle mission que c'est donner Interface, à savoir d'avoir un impact régénératif sur les écosystèmes. Voilà, donc 2 épisodes pour prendre le temps de mieux connaître cette entreprise. Alors, un dernier point, c'est peut-être que vous avez vu aujourd'hui sur les réseaux, on a lancé une nouvelle offre en complément de ces lives, les lives certains inspirés, et on vous propose aussi de participer à un forum ouvert qui va permettre de réfléchir tous ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire sur l'après dans le cadre du monde du travail. Donc, ça va commencer avec une session le jeudi 23, pour le coup, à 11 h. Donc là aussi, je vous invite à y participer si le sujet vous intéresse. Ce sera vraiment un temps pour pouvoir échanger entre vous. Ceci étant dit, je vous rappelle très rapidement les règles de Zoom. Pour poser vos questions, vous avez en bas une petite bulle avec marqué questions et réponses. Donc, on vous invite à poser vos questions par ce biais-là. C'est par ce biais-là que Christelle va pouvoir suivre vos questions. Et puis, vous avez une partie conversée. Et cette partie conversée, vous pouvez l'utiliser pour échanger entre vous pendant ce temps du live. Voilà, donc on va avoir un premier temps où on va comprendre la mission 0 d'Interface et puis on aura un deuxième temps d'échange de questions-réponses. On va faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps, mais quand même l'histoire est assez longue. Donc écoutez, on va essayer de gérer le temps au mieux. Alors Laure, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et peut-être quel est ton parcours et comment tu en es arrivée à travailler chez Interface? Oui, alors comment je suis arrivée chez Interface? C'était un petit peu le hasard de mes multiples expériences d'avant, de mes courtes expériences d'avant, mais un peu de marketing et un peu de com, ont fait que je suis arrivée en 2004 chez Interface, à la tête de la communication pour la France, et avec la mission et avec la casquette déjà du développement durable pour essayer de communiquer auprès des forces de vente le sujet de la mission 0 auprès de tout le monde. Parce qu'en 2004, quand je suis arrivée, l'entreprise était déjà engagée depuis 10 ans, depuis 1994, mais c'était vraiment un sujet qui était géré par les États-Unis, très peu arrivé en Europe, mais pas tant que ça dans la culture d'entreprise et pas tant que ça encore dans l'innovation qu'on pouvait mettre en place. Donc moi, mon rôle, dès le départ, ça a été ça. Et puis voilà, au gré des années, etc., j'ai pas mal évolué et j'ai terminé au bout de 13 ans. J'y ai passé 13 ans et j'ai terminé avec la casquette. J'étais à la direction de la communication Europe et puis responsable du développement durable pour la France. Ça marche. Voilà. Donc en gros, tu as fait de 2004 à 2017 chez Interface. Voilà. Alors peut-être est-ce que tu peux nous dire un petit peu Interface, qu'est-ce que cette entreprise, qu'est-ce que cette industrie? Alors, ouais, Interface, c'est une entreprise de moquettes. C'est une industrie en B2B. Alors, c'est pas, elle ne vend pas sa moquette chez Mondial Moquette ni chez Leroy Merlin, donc on ne la trouvera pas là-bas. Elle vend essentiellement la moquette par un réseau de commerciaux et de professionnels et de prescripteurs. Donc, en fait, c'est de la moquette qui s'adresse aux architectes pour les bâtiments tertiaires, les hôtels, les magasins, les établissements recevant du public, quel qu'il soit, mais pas pour le particulier. C'est une entreprise américaine qui est née dans les années 70 et qui a racheté le leader européen qui s'appelait EGA à l'époque en 1988. Et à partir du rachat en 88, Interface est devenue leader mondial de la dalle de moquette. Et elle ne fait pas de moquette grande largeur, elle ne fait que de la dalle de moquette. Leader mondial, ça veut dire combien de parts de marché? Parts de marché, alors ça a toujours avoisiné les 30-35% de parts de marché. Parfois un peu au-dessus, parfois un peu en dessous, mais globalement, c'est toujours sur ces niveaux-là. Je laisserai Mickaël parler des nouvelles évolutions d'Interface aujourd'hui, parce qu'il y a eu de nouveaux rachats, notamment sur d'autres types de sols. Mais moi, pour ma partie, en tout cas, je n'ai géré que de la dalle de moquette. Donc, Interface, voilà, leader mondial, 30-35% des parts de marché, un chiffre d'affaires qui avoisine le $1 milliard. C'est une entreprise qui est lourde, qui est traditionnelle, historique, parce que c'est souvent dans des bassins de textile, en fait. Et en Europe, pour l'Europe, c'était beaucoup et l'Angleterre et les Pays-Bas.
une présence dans 110 pays, 5 sites de production dans le monde et puis une entreprise qui est cotée en bourse. Donc ça aussi, c'est important à noter parce que on dit souvent que c'est complexe de justifier les investissements, etc., que peuvent représenter des actions pour l'environnement, etc. Et voilà, donc Interface est cotée au Nasdaq. D'accord, donc ce n'est pas la petite PME qui aurait eu le champ libre pour faire ce qu'elle veut, elle avait quand même des comptes à rendre. C'est ça. C'est pas la petite PME et en même temps, dans le monde du bâtiment, c'est pas non plus la grosse multinationale. Quand on compare à des Saint-Gobain ou des Lafarge, etc., ça reste quand même une entreprise d'envergure importante. Je pense un des avantages qu'elle a eu aussi, c'est d'être relativement monoproduit, ce qui facilite l'innovation, les investissements et le fait de mieux comprendre son activité. Donc, on voit qu'il y a 5 sites de production dans le monde et 3300 employés. Oui, alors ça c'est pareil, ça oscille un petit peu. Là, c'était des chiffres qui datent de 2017. Avec les rachats, je pense que le nombre d'employés a augmenté aujourd'hui. Mais voilà, au cours de son histoire, en gros, Interface a toujours un peu évolué entre les 3000 et 5000, voire 6000 employés. Ça marche. Alors, si on fait un bond en arrière, un bond dans le temps et qu'on se positionne en 94, qu'est-ce qui s'est passé en 94 ? En 94, on a le président directeur général d'Interface qui s'appelait à l'époque, qui était le fondateur de l'entreprise, qui s'appelait Ray Anderson, qui a complètement changé le cap de l'entreprise suite à une demande de marché. En fait, on avait… Alors, je dis « on » souvent encore parce que je me sens très, très liée encore à l'entreprise. Donc, ne m'en veuillez pas. Je sais qu'eux ne m'en veulent pas. Donc, voilà. Interface avait un gros projet aux États-Unis, en Californie, quelques milliers de mètres carrés à gagner. Et en fait, Interface a perdu le projet parce que le client avait quelques exigences environnementales et que là, à l'époque, Interface ne savait pas vraiment quoi répondre, à part dire on suit la réglementation. On n'avait pas d'autre chose à dire. Donc, on a perdu le projet. Je pense que globalement, le client, je ne sais pas quel type d'attente il pouvait avoir, mais globalement, je pense qu'il n'avait pas très envie de choisir Interface tout court. Mais en tout cas, c'est remonté aux oreilles du CEO, du président. Et effectivement, ça l'a complètement interpellé et il s'est dit, mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement ? On a une entreprise qui est très lourde, très industrielle, qui extrait un max de pétrole pour fabriquer de manière très polluante et jeter des produits en décharge qui mettent juste 600 ou 700 ans à se décomposer. Effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je pense que ça l'a complètement perturbé et tout bon Américain qu'il est, il s'est dit j'aurai des réponses. Dans 2 mois, on a une réunion de commerciaux, j'aurai des réponses à apporter. Donc, il a pas mal planché pendant 2 mois. Il a un petit peu transpiré. Et en fait, la veille de la réunion, il a lu un livre qui s'appelle The Ecology of Commerce de Paul Hawken. Et là, ça a été la révélation. Encore une fois, un petit peu à l'américaine de temps en temps dans le côté émotionnel. Mais je trouve que c'est quand même super intéressant, la charge émotionnelle en fait de la révélation, justement. Et il a vraiment pris conscience que le modèle sur lequel on était n'était pas pérenne, n'était pas viable à long terme, puisqu'on dépendait du pétrole et qu'à terme, c'est une ressource qui est épuisable. Donc, voilà, l'activité en tant que telle ne peut pas continuer de cette manière-là si elle veut rester des années. Et donc, en fait, pendant cette réunion de commerciaux, il a juste dit, on croit en notre business, on croit en notre modèle, on croit en nos produits. Par contre, on va changer la manière dont on les fait et on va essayer de renverser notre modèle pour essayer d'être beaucoup plus respectueux de l'environnement et des gens. À l'époque, il n'avait juste aucune idée de où il allait. Mais il avait cette conviction-là que c'était le bon sens. Et puis, à partir de là, voilà, il s'est entouré un peu d'experts. Et à partir de là, il a commencé à construire ce qu'on a appelé plus tard la mission zéro,
L'engagement de l'entreprise de n'avoir plus aucun impact négatif sur l'environnement d'ici 2020. Ce qui est intéressant, Laure, dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait, il a posé une vision sans avoir les solutions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de solution sur le marché. Il a vraiment joué son rôle de leader quelque part en disant c'est ça qui va faire notre différenciation, c'est ça qui va faire notre avenir pour l'entreprise parce qu'à terme, on n'est pas pérenne que d'utiliser une matière première qui n'est pas renouvelable. Et donc, il pose ce défi-là à l'ensemble de l'entreprise, en fait. Complètement, ouais. Le premier discours qu'il a, c'est un discours que je pense qui est encore disponible, qui avait été filmé. Le premier discours qu'il a est vraiment, il pose la vision. Il n'y a pas de solution, c'est certain. Mais en tout cas, il est tellement convaincu qu'effectivement, il n'y a pas d'autre moyen de faire du business que les solutions se trouveront au fur et à mesure. Et encore plus en 94, je pense que la connaissance n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui. Donc, les solutions étaient encore moins présentes. Ouais, ça part vraiment d'une conviction de président. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous dire zéro impact sur l'environnement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'on se dit, en fait, quand on est une industrie, on émet forcément des émissions. Et au-delà de ça, comment ça a été reçu à ce moment-là en 94? On va rapidement, parce qu'on va avancer dans le temps, évidemment, mais pour comprendre un tout petit peu voilà, comment ça interagit par rapport à cette proposition. Alors, l'engagement, c'est vraiment zéro impact négatif. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'entreprise peut aussi avoir des impacts bénéfiques et ça, on les garde. Mais zéro impact négatif sur l'environnement, c'est vraiment toutes les toxicités qui peuvent être émises soit dans l'air, soit dans l'eau, soit dans les matériaux, tous les produits fin de vie, l'amont impactant, enfin… tout ce que l'entreprise dans son écosystème peut émettre de négatif. Vraiment, ça s'attaque un peu à tous ces aspects-là. Et il est aussi important de dire que dès cette époque-là, l'idée, c'était d'avoir un objectif à 2020 qui paraissait complètement extraterrestre, mais voilà, sorti du chapeau, mais pas tant que ça. Et l'idée, c'était de se dire qu'après 2020, il faudrait potentiellement aussi essayer de travailler sur des effets restaurateurs, un impact bénéfique pour pouvoir rendre à la planète ce qu'on lui a pris. Parce qu'il est vraiment dans cette dimension de se dire on est extrêmement pollueur, on est extrêmement et que si tout le monde agit comme nous, d'ailleurs il a eu des mots comme ça, Ray Anderson a dit si un jour, moi en tant qu'industriel, j'irai en prison pour ce que je fais à la planète. Il a eu vraiment des mots très forts. Et je pense que cette prise de conscience, elle était importante. Et à l'époque, il a fallu qu'il convainque vraiment les gens autour de lui, le board. Il a fallu convaincre son cercle restreint parce que c'était pas gagné d'avance en fait. La chance qu'Interface a eue, c'était que c'était sa boîte à lui et que globalement, ce qu'il décidait pour sa boîte, c'était plus simple à mettre en place. Mais il a fallu quand même convaincre et il a toujours dit qu'il convaincrait une personne à la fois. Et il a toujours fait un petit peu comme ça et ça fait un petit peu un effet de vague. Et puis moi, dans le temps où j'ai été chez Interface, je me suis bien rendu compte en fait que une fois qu'on intègre le sujet, une fois qu'on est informé du sujet et qu'on le comprend, on peut plus le diffuser et on peut plus le traduire chacun dans nos actions du quotidien. Alors du coup, ça fait un bon teasing pour la conférence de la semaine prochaine avec Michael sur le côté restaurateur. Christelle, il y a une question peut-être? Oui, en fait, à un moment donné, Laure, tu parlais du board et effectivement de comment on peut partager cette vision. Et Olivier Favier, du coup, pose cette question en disant comment il a fait pour partager cette vision, comment ça avait pu être approuvé ou pas en amont avec les actionnaires. Alors, j'y étais pas encore à l'époque, mais je sais que ça a toujours été un travail de longue haleine et ça l'est encore parce qu'on est coté au Nasdaq et que du coup, à Wall Street, il faut rendre des comptes. Mais globalement, il y est toujours allé avec des dossiers. Encore une fois, c'était son entreprise à l'époque. Tous les investissements étaient justifiés et il fallait toujours montrer que qu'il y avait un intérêt économique à plus ou moins long terme. Il fallait accepter aussi peut-être cette notion de dire
Ce ne sera pas tout de suite, mais le retour sur investissement arrivera. Il faut remettre encore en contexte qu'il a commencé en 1994, il pose la vision pour 2020 et que tout a fonctionné par étapes. Ça n'a pas été révolutionnaire et il a fallu former les gens, informer les gens et je pense que ça a été beaucoup d'accompagnement et pas de la mise devant les faits accomplies du jour au lendemain. Il n'a pas convaincu tout le monde du jour au lendemain. Il a fallu aussi quelques petits résultats sur lesquels on a capitalisé, qui ont amené de nouveaux résultats, etc. Enfin, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais c'est un travail de tous les jours et c'est un travail de longue haleine. Merci. Et alors, du coup, par rapport à ça, donc on comprend, on se dit, OK, on se donne 25 ans pour avoir zéro impact sur l'environnement. Donc, par rapport à aujourd'hui, ça paraît assez fou, je pense, pour ceux qui nous regardent, de se dire, OK, on donne une projection à 25 ans, quand on voit qu'on a déjà du mal souvent à se donner une projection à 3 ans et encore plus dans le contexte actuel, d'avoir une projection à 2 mois. Mais donc, du coup, on se positionne dans un cadre où on se dit, OK, on a 25 ans pour vraiment transformer nos modes de fonctionnement. Du coup, comment ça se passe concrètement? Je crois qu'il parle de la montagne sustainability. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, en fait, Ray Anderson a toujours comparé cette mission à une montagne à franchir, comme si l'Everest avait 7 flancs et qu'il fallait les gravir pas les uns après les autres, mais les uns un peu en même temps, avec certains sur lesquels on va plus vite, d'autres sur lesquels on va un peu moins vite. Mais globalement, la mission zéro, elle se structure autour de 7 axes qui sont, alors il y en a 5 qui paraissent, alors maintenant je pense que les 7 paraissent assez naturels et faciles aujourd'hui, enfin encore que, mais encore il faut repositionner ça encore à l'époque, dans les années 90, donc se dire qu'on va travailler sur le zéro déchet. Zéro déchet à toutes les étapes du cycle de vie du produit. C'est-à-dire qu'un produit qui est trop pensé, trop ingénieuré par rapport à ce qu'on va lui demander, c'est du déchet. Les déchets en usine, les déchets à l'installation, les déchets fin de vie, les déchets en amont, voilà, zéro déchet. Travailler sur des émissions non nocives. Alors, travailler sur ce que les usines peuvent émettre évidemment en matière de CO2, les toxicités, etc., qu'on peut émettre aussi dans la nature ou les eaux, etc. Mais également les toxicités que le produit peut avoir une fois installé. Aujourd'hui, en tout cas sur les matériaux du bâtiment, on parle beaucoup de qualité d'air intérieur et des toxicités que la peinture, que les meubles, etc., que les moquettes peuvent émettre. Et ça, donc, du coup, c'était déjà un sujet sur lequel Interface travaillait, s'était fixé dès 1994. Travailler sur les énergies renouvelables, bien évidemment, pour ne plus dépendre des énergies fossiles. Boucler la boucle en matière de produits et de process pour avoir des produits ou des cercles de matériaux qui puissent s'alimenter tout le temps et ne plus avoir à extraire de matériaux vierges et notamment de pétrole. Travailler sur les transports, bien évidemment, parce que c'est important. Et puis les 2 derniers, je les trouve super. Et je pense que c'est vraiment là aussi où le modèle a vraiment fait la différence et ça a vraiment créé une dynamique. La sensibilisation des parties prenantes, parce que la mission zéro, bien évidemment, Interface n'y arrivera pas tout seul. Il faudra forcément emmener avec soi les clients, les fournisseurs, les collaborateurs et tous les gens qui gravitent autour de l'entreprise. Parce qu'on peut être zéro impact, mais si personne n'achète le produit, ça ne sert à rien. Et puis, travailler sur de nouvelles façons de commercer parce que vendre de la moquette pour vendre de la moquette, ça n'a peut-être aucun intérêt. Mais peut-être qu'on peut développer de la valeur autour du produit, des services de maintenance, des services de design, des services de récupération de produits en fin de vie pour recyclage, qui ferait qu'à un moment donné, on switcherait du produit à l'usage du produit et à toutes les petites valeurs ajoutées qu'on peut et tous les services qu'on peut proposer. Et l'idée étant de passer sur de l'économie de fonctionnalité pour passer à la location du produit et du package de services plutôt qu'à la vente du produit en tant que tel. Alors, on voit que c'est très novateur parce que l'économie de la fonctionnalité, comme tu dis, c'est quelque chose dont on entend parler maintenant, mais qui en plus re-questionne beaucoup forcément nos business models. Se dire qu'en 1994, il avait déjà commencé à imaginer ça, c'est vrai que c'est assez... Pas tout seul, hein.
Il n'était pas tout seul, il s'est fait entourer d'experts et je pense que c'est là où il a été ultra pertinent, c'est qu'il s'est entouré vraiment d'experts aussi visionnaires que lui. Il y avait notamment Paul Oken, la personne qui a écrit le livre, il y avait Janine Benius, il y avait Paul Picard qui a été président du USDBC aux États-Unis. Enfin, il y a eu plein de gens qui sont aujourd'hui reconnus aussi pour leur expertise sur ces sujets-là. Et ça a vraiment créé… et ils se sont tous rassemblés en fait pour se dire mais effectivement, il faut qu'on repense le modèle des entreprises. Et ce qui pourra servir pour Interface devra aussi servir pour d'autres. Ce n'est pas forcément un modèle spécifique. Il faudra que ce soit pertinent à plusieurs échelles. Et je trouve que la mission zéro, c'est là où est sa force. C'est que déjà, c'est dans la radicalité de la vision. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit on va réduire de moins 10 ou moins 15 ou moins 20% nos émissions de CO2. On a dit non, zéro. Alors zéro, ça paraît ultra utopique, mais en même temps… ça force l'action et ça emmène tout le monde et c'est super motivant, enfin, c'est super engageant. Alors, on posera la question à Michael la semaine prochaine, puisqu'on est en 2020, de savoir si du coup le pari est relevé ou pas. Complètement. Et je trouve que la force de la mission zéro, c'est aussi l'échéance, d'avoir mis une échéance à 2020. C'est-à-dire, on ne part pas sur des objectifs pessimiste et à une vision, on ne sait pas trop. C'est vraiment 0-2020 et il y a 7 axes qui ne sont pas des solutions toutes faites en fait. Il y a 0 solution toute faite. Il n'y a pas eu à dire on va mettre 3 panneaux solaires, un puits géothermique ou je ne sais quoi. C'est 7 axes sur lesquels il a fallu travailler dès le départ et ça a vraiment créé la dynamique et c'est vraiment cette stratégie-là intégrée à la stratégie d'entreprise qui a dynamisé et a boosté, je dirais, l'ensemble parce qu'il n'y avait plus aucune décision ni commerciale, ni marketing, ni opérationnelle qui n'était faite sans penser à ce prisme-là des 7 axes de la mission zéro. Alors, je pense que quand on t'entend dire ça, je pense que ça fait rêver pas mal de monde qui aurait envie de mettre ces sujets au cœur de leur stratégie. Maintenant, tout ce qu'on raconte là, les 7 axes, effectivement, il y a un côté, on peut les avoir déjà aperçus ailleurs. On va chercher à comprendre et à rentrer dans le détail de qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement. Mais je vois qu'il y a une question qui nous attend. Exactement. Alors, je vais prendre un des 7 axes, notamment la sensibilisation des parties prenantes, parce que j'ai 2 questions. Une première de Raymond qui nous demande comment ce changement de cap a été accueilli par les clients. Et aussi Séverine qui nous demande comment ont été impliqués les collaborateurs dans cette mission. Alors, les clients, les clients, c'est toujours complexe. Du coup, moi, la mission que j'avais dès 2004, c'était ça. C'était essayer de communiquer déjà aux commerciaux et au-delà des commerciaux, aux clients, ce qu'est la mission zéro et ce que ça signifie. J'avoue que les clients, longtemps, ça ne les a pas intéressés. Ou peu intéressés. Ou alors, l'histoire est belle, ils aiment bien l'entendre, mais globalement, ce qui les intéresse toujours à la fin, c'est le prix. Ou la couleur et la qualité du produit, évidemment, c'est important aussi. Mais peut-être, Laure, je te coupe, est-ce que tu peux nous donner juste le positionnement prix, puisque tu parles du prix d'Interface? Interface, alors, Interface a toujours été le plus cher du marché. Le plus cher du marché, parce qu'ils avaient déjà les produits de qualité. Enfin, en tout cas, Interface est reconnu pour avoir des produits de qualité, une large gamme de couleurs, des produits qui durent longtemps, etc. Un service assez optimal. Donc, on a été toujours dans des rangs de prix assez élevés. Mais bon, voilà, on a aussi, Interface a des prix de commodité jusqu'à des prix un peu plus élevés. Mais je dirais, en moyenne, on peut avoir à 20 € du mètre carré, entre 15 et 20 € du mètre carré, des produits plutôt pas mal. Mais tout dépend toujours des volumes, si c'est fourni, posé, etc. Enfin, voilà, il y a tout un tas de critères à prendre en considération. Mais globalement, le positionnement d'Interface, ça a toujours été aussi de lutter contre la alors je sais pas comment on veut dire ça, la vulgarisation de la moquette, c'est-à-dire on lutte pour ne pas rendre la moquette super cheap parce que ce sont des produits super techniques qui subissent des innovations régulières et ça a un coût.
et on ne peut pas brader ça. Et ce n'est pas parce qu'on fait du volume en quantité qu'on peut du coup couper les coûts aussi facilement. Et donc, en fait, on a toujours essayé de maintenir un niveau assez élevé de prix sur le marché pour que ça bénéficie aussi à tout le monde, parce que la concurrence, même si leur jeu, c'est souvent de brader les prix, nous, enfin, Interface, à un moment donné, c'est aussi positionné ailleurs que sur le prix en disant, on a tout le reste. Et on a évidemment l'engagement environnemental, on a toutes nos innovations qu'on met sur le marché, on a toute la technicité, les couleurs, etc., le service. Et en plus, Laure, si ça coûte 2 fois moins cher, mais que ça dure 2 fois moins longtemps, voilà, il y a aussi il y a ça à prendre en compte. C'est ça. Après, ce discours-là, auprès des clients, il y a une multiplicité de clients. En fait, Interface peut parler à la fois aux architectes ou aux grandes entreprises, assurances, banques, etc., qui vont faire le choix de leur moquette dans leur bureau. Mais elle peut aussi parler aux petits artisans du coin, aux entreprises générales. Donc, il y a différents niveaux de discours à avoir. Et les uns et les autres n'ont pas la même compréhension du sujet. Donc, je dirais que ça a été longtemps un sujet qui n'intéressait pas. Ça a été longtemps un sujet complexe parce que une fois que ça intéresse, c'est pas forcément compris de la bonne façon et que quelque chose qui est valable dans un secteur du bâtiment va pas forcément être valable pour la moquette. Donc, on peut pas, enfin, un client qui va nous donner un critère ou qui va vouloir appliquer à la moquette, ça va pas forcément marcher. C'est comme ça qu'à un moment donné aussi, on a vu des appels d'offres qui arrivaient avec une multiplicité de critères un peu abracadabrants sur les critères environnementaux, j'entends. Donc voilà, mais malgré tout, la réglementation, le HQE notamment qui est arrivé, les certifications environnementales internationales comme LEED, BREEAM, etc., ont fait avancer le sujet. Et des gens comme Interface qui, du coup, ont développé une expertise assez importante sur ces sujets-là, ont vraiment travaillé pour faire monter le marché en compétences sur ces sujets. Et aujourd'hui, évidemment, ça devient des critères. Et aujourd'hui, évidemment, Interface a juste 10 ans d'avance sur tous ses concurrents. Donc, intéressant, Laure, c'est que ça rejoint le pilier des parties prenantes. C'est qu'en fait, vous vous êtes pas dit forcément, on avance et on garde l'innovation pour nous. C'est que vous aviez en tête qu'il fallait que tout le monde progresse et que le modèle en fait se diffuse auprès des autres personnes. Et ça, on peut dire que c'est assez là aussi une certaine ouverture d'esprit que de penser les choses de cette manière-là. Ouais, et c'est vrai que longtemps, le milieu de la moquette, comparé encore aux autres catégories du bâtiment, a été assez avancé sur ces sujets. C'était drôle en fait de voir sur des salons, par exemple, la communication que pouvaient avoir Interface et ses concurrents sur les sujets d'économie circulaire ou de fin de vie ou de quantité de matériaux recyclés, etc., comparé à des gens qui font des portes ou des fenêtres ou comparé à des gens qui font du placo, quoi. Alors, peut-être on peut démarrer en se disant, OK, donc là, on a la mission qui est posée, on a les 7 piliers. Comment ça démarre quel est le point zéro? Et juste, Audrey, pour répondre aussi, comment est-ce qu'on emmène les collaborateurs? Je l'explique plus loin après, en fait. Donc, on va le dire. Ça marche. Donc, effectivement, quel est le point zéro? Comment vous démarrez cette mission zéro? C'est quoi le point de départ? Alors, il y a eu plusieurs points de départ. Il y a eu plusieurs programmes de mis en place à partir de 94. Et en fait, pour la petite histoire, ce qui est intéressant, c'est que Interface ne commence à mesurer réellement son progrès qu'à partir de 96, parce que en fait, on s'était jamais imaginé qu'à un moment donné, il faudrait qu'on mesure. Et quand on a commencé à mettre des programmes en place, etc., on s'est dit, ah ben oui, en fait, il va falloir peut-être mesurer les avancées. Et donc, dès 96, Interface met un système de mesure en place. Et c'est un système de mesure qui est resté relativement tangible aujourd'hui, le même évidemment complété, évidemment amélioré, mais globalement sur des mêmes critères d'impact. Et en tout cas, un outil qui a vraiment, je pense, révolutionné et accéléré toute l'innovation et toute la transformation d'interface, ça a été l'analyse de cycle de vie qui a commencé à être utilisée dans les années 2000, début des années 2000 par Interface. L'analyse de cycle de vie, c'est évaluer les impacts du produit sur tout son cycle de vie. Et c'est là où, du coup, moi, je trouve que c'est ultra pertinent parce que souvent, on parle
de développement durable, d'impact environnemental, etc. Mais on ne sait jamais vraiment par où commencer. Et quand on veut vraiment discuter des impacts de l'entreprise réelle, je trouve qu'il faut commencer par son activité, son cœur d'activité. Et là, en l'occurrence, c'est la moquette. Et il est super intéressant de faire l'analyse de cycle de vie de la moquette parce qu'on a une photographie des impacts sur tout son cycle de vie. Et là, ce que vous voyez à l'écran, globalement, c'est pour 1 mètre carré de dalle de moquette. En gros, les 2/3 de l'impact, c'est l'extraction et la transformation du pétrole pour faire la fibre, beaucoup, et les matières premières. Alors là, je te coupe parce que je trouve ça hyper intéressant ce que tu viens de dire, à savoir le fait d'être sur le cœur d'activité. Souvent, aujourd'hui, quand on lance des démarches RSE, on se pose la question d'impliquer les personnes, de se dire, si je suis un peu caricaturale, comment on fait pour enlever les gobelets plastiques et qu'on remplace par des mugs. On ne dit pas que ça n'a pas un impact, c'est important, mais ce qu'on voit bien à travers ce que tu dis là, c'est qu'on mesure des choses concrètes et qu'en fait, votre impact, vous, il est vraiment sur votre matière première, sur cette fameuse extraction de pétrole et que donc, du coup, si vous voulez aller vers le zéro impact, du coup, déjà, il faut absolument, œuvrer sur cet aspect-là. Ouais, et ça remet le discours sur les vrais enjeux de l'entreprise, en fait. Et ça permet, et du coup, on ne peut plus vraiment s'échapper. Une fois qu'on a ça, qu'on a cette image-là, on ne peut pas vraiment s'attaquer ni à imprimer recto verso les papiers dans les bureaux, ni aux gobelets. Alors évidemment, ça reste des sujets, mais globalement, quand on sait que 2/3 de l'impact de l'activité, c'est l'extraction et la transformation du pétrole, c'est évidemment là qu'il faut prioriser les actions. Et que Interface, globalement, si elle avait voulu avoir une démarche qui soit directe et qui ne prête pas en considération ni l'amont ni l'aval, parce que Interface, en fait, si elle veut avoir un petit prisme, elle n'est que fabricante de moquettes. Donc, en fait, en gros, elle peut dire, moi, mon impact, c'est 2%, quoi. C'est le Interface Manufacturing. Ensuite, je livre vers le client. Et c'est tout ce que je fais. La vie en œuvre, c'est pas moi qui l'entretiens, et puis c'est pas moi qui la mets à la déchetterie non plus. Et puis l'amont, c'est pas moi qui fabrique ni la fibre ni les matériaux qui vont arriver dans la moquette. Donc, mais évidemment, l'idée c'est de prendre en compte toute la chaîne de vie, toute la chaîne de valeur et tout ce qu'on appelle les externalités négatives pour être intégré à toute la démarche. Et l'analyse de cycle de vie est ultra important parce qu'à partir de la mesure, on peut commencer à innover. On peut commencer à se dire, voilà, on est là, par quoi on attaque et qu'est-ce qu'on met en place. Alors justement, par quoi on commence? J'imagine qu'on commence forcément par ces 63%. Oui, alors 63 en plus, déjà, c'était plus que ça. C'est déjà une ACV qui montre des résultats un peu meilleurs que ce que c'était. Mais globalement, quand on sait que 63% de l'impact, c'est l'amont, et notamment sur ces 63%, c'est 45% pour la fibre. En gros, la fibre est impactante à hauteur de 45% dans le produit parce que l'extraction et la transformation du pétrole pour faire du polyamide 6 ou du polyamide 6,6, du nylon globalement, comme les collants, c'est méga impactant. Et donc, on se dit comment est-ce qu'on fait pour réduire cet impact-là? Alors, il y a pas mal de solutions. Il y a soit on réduit la quantité de fibres utilisée, qui est quand même ultra pertinent et radical, soit on utilise de la fibre recyclée, soit peut-être on peut essayer de trouver d'autres alternatives que le pétrole et trouver des alternatives dans le renouvelable, dans le biosourcé. Et donc, Interface, dès l'année 2001-2002, lance ce qu'on appelle la construction Microtuft, qui est une nouvelle construction de moquette, toute nouvelle, une vraie révolution dans le monde de la moquette, qui a été améliorée au fur et à mesure, mais globalement, aujourd'hui, la construction Microtuft utilise jusqu'à 50% de fibres en moins. Donc, quand on sait que sur le produit, 45% de l'impact provient de la fibre et qu'on est capable d'en réduire jusqu'à 50%, on a quand même sacrément pas trop mal traité le sujet. On a quand même déjà réduit par 2 cet impact-là. C'est-à-dire qu'on a déjà 22% et demi de l'impact qui est réduit, quoi. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le Microtuft, c'était un produit qui n'existait pas du tout sur le marché. En fait, l'idée, ça a été de se dire, en fait, la moquette, elle est un peu tricotée sur une sorte de canevas. Et en fait, les ingénieurs se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas resserrer la boucle au maximum
pour avoir un produit qui soit très ras et très dense, mais qui ait évidemment les mêmes performances techniques. Et c'est comme ça que du coup la construction Microtuft est arrivée et elle s'apparente un petit peu à un sol dur parce que très très ras, mais du coup avec tous les avantages du textile, de l'esthétique, de l'acoustique, etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est que en fait au début ça a été reçu pas très bien sur le marché parce que ça changeait vraiment esthétiquement et acoustiquement parlant, et en même temps ça plaisait beaucoup aux archis parce que ça devenait un produit un peu épuré. Ça marchait bien pour les pays comme la Scandinavie ou l'Espagne et l'Italie parce que c'est des pays qui ont des traditions de céramique et de carrelage et très peu de moquettes. Donc, quand on arrive un petit peu à s'apparenter à un sol dur, on concurrence des marchés sur lesquels on n'était pas avant. Donc, ce qui est super, c'est de se dire, bah, voilà, d'une exigence un peu environnementale, on a développé toute une nouvelle construction de produits qui aujourd'hui, je ne saurais pas dire, il faudra demander à Mickaël, je ne saurais pas dire combien de pourcentage dans le portefeuille produit ça représente, mais globalement, c'est assez important. Et puis, c'est des produits sur lesquels on s'est fait concurrencer pas mal du coup après derrière, puisque les concurrents ont pas mal copié, donc c'est déjà pas mal. Et alors, sur la fibre recyclée, est-ce que tu peux nous raconter, parce que j'aime bien cette histoire de comment vous avez embarqué justement vos fournisseurs par rapport à ça? Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que dans les années 90, les fournisseurs disaient ben, c'est impossible de recycler le polyamide. Et nous, on leur a dit bah oui, mais vous êtes gentils, on s'est engagé à changer notre démarche et nous, on veut couper notre cordon de dépendance au pétrole. Donc, il va falloir trouver des solutions. Et en fait, quand moi, je suis arrivée en 2004 chez Interface, il y avait un gros faiseur de fibres qui était la Rolls-Royce de la fibre du marché qui s'appelait Antron Invista et il faisait une fibre super technique, super résistante. Vraiment, elle faisait des trucs de dingue, cette fibre. Et je pense que 90% du portefeuille produit était fait chez Interface avec cette fibre. Et donc, comme c'était notre premier fournisseur, c'est lui qu'on allait voir en premier en disant, ben voilà, nous, on s'engage dans la mission zéro à avoir zéro impact négatif sur l'environnement. Et il va falloir à un moment donné qu'on coupe les matériaux vierges et que voilà, qu'on trouve des solutions ensemble. Et eux, ça leur a pas parlé du tout, en fait. Ils ont dit oui, mais je pense qu'ils avaient certainement d'autres chats à fouetter parce qu'effectivement, ils avaient un business qui fonctionnait plutôt bien. Et voilà, ils n'ont pas du tout pris le tournant. Par contre, on travaillait aussi avec un tout petit à l'époque qui s'appelle toujours Aquafil, un Italien. Et Aquafil, eux, ont été super impressionnés par la démarche Interface, assez inspirés. Et ils se sont dit, mais oui, effectivement, c'est aussi le futur de notre business et il va falloir peut-être trouver des solutions. Et c'est pour la grosse histoire, c'est Aquafil qui a développé la première usine de dépolymérisation et qui a proposé sur le marché la première fibre 100% recyclée en 2011. Et donc, c'est avec le travail qu'on a fait avec eux, évidemment. Mais en tout cas, en partenariat, Interface a été capable de lancer la première fibre 100% recyclée sur le marché en 2011. Et évidemment, il ne sert pas qu'Interface. L'idée, c'est que ça serve aussi tous les acteurs du marché. Donc, le petit est devenu plus gros en répondant à un besoin. Ouais. Christelle, on a une question? Oui, j'avais une question un petit peu technique de la part de Mathieu. Alors, je ne sais pas si Laure, tu pourras y répondre. Il voulait rentrer un peu dans le procédé industriel qui avait permis à Interface de séparer les différents composants lors du recyclage. Alors, aujourd'hui, on ne sépare pas forcément les différents composants. On sépare simplement la partie fibre de la partie sous-couche. L'unité de recyclage qui est aux Pays-Bas, dans l'idée, c'était qu'elle puisse recycler les millions de mètres carrés qui sont installés aujourd'hui. Donc, on a une dalle de moquette qui est composée de la partie fibre, donc c'est soit du polyamide 6 ou du polyamide 6,6 ou en très petite quantité du polypropylène. Et puis, il y a une sous-couche qui est faite de fibres de verre et de matériaux plastiques. Et globalement, le process qui est aux Pays-Bas de recyclage, donc c'est un process qui recycle 2700 tonnes par an, environ 600 000 mètres carrés. Eh bien, c'est un système mécanique qui martèle la dalle de moquette
avec un système de centrifugeuse, bref, et de jets d'air qui maintiennent la fibre en l'air. Et du coup, le bitume qui est plus lourd et plus épais tombe au sol. Et globalement, on arrive à avoir une qualité de fibre et une qualité de fibre récupérée plutôt optimale. Et la fibre polyamide 6, on la renvoie à Aquafil pour être recyclée. La fibre polyamide 6,6, elle repart souvent dans des systèmes de recyclage, dans des matelas. Et la partie bitumineuse, Interface est capable de la réinjecter en partie dans les process pour la sous-couche. Et il y a une partie aussi qui part sur les routes et qui part dans d'autres types de recyclage. Mais peut-être Mika, encore une fois, il y a de l'innovation sur la sous-couche, etc. Saura vous en dire plus la semaine prochaine. Donc ça, c'est sur la partie fin de vie. Et si on revient un tout petit peu sur cette logique d'approvisionnement, donc il y avait le fait de réduire le nombre de fibres dans les moquettes. Il y avait le fait de recycler. Il y avait le fait d'être sur du biosourcé. Peut-être qu'on peut passer rapidement sur le biosourcé pour aller vers le projet Networks qui, là, montre aussi comment on s'approvisionne encore différemment par rapport à du pur recyclé. Alors, du coup, je vais continuer sur le prochain Networks tout de suite, parce que c'est dans la catégorie un peu recyclée. Quand Aquafil monte son usine de dépolymérisation, en fait, c'est un gros investissement et il faut pouvoir avoir identifié des flux de déchets en quantité suffisamment importante pour pouvoir approvisionner cette usine. Et donc, Aquafil identifie que les filets de pêche et les petits filets maillants pour les petits poissons, ce sont souvent des filets en polyamide 6 et ça peut nourrir du coup leur usine. Donc Aquafil fait des partenariats avec les industriels de la pêche en Europe pour récupérer leur chute de fabrication et leurs vieux filets usagés. Comme Interface a une mission zéro et même au-delà à terme, comment est-ce qu'on peut impacter positivement la planète et les gens, se dit comment est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de… Le filet de pêche, c'est un outil qui sert à des milliers de personnes dans le monde qui vivent de la pêche, mais qui souffrent aussi de la pêche. Parce que voilà, on sait aujourd'hui avec les différents rapports, notamment de la Fondation Ellen MacArthur, que en gros, d'ici 2050, il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. On connaît aujourd'hui le drame des océans et la pollution plastique. Et il y a aussi beaucoup de pollutions qui sont de la pêche. Et donc, en 2012, Interface se dit comment est-ce qu'on pourrait essayer d'impacter positivement les pêcheurs qui vivent de la pêche, mais qui souffrent aussi parce que dans certains pays, sur certains continents, il n'y a pas de traitement des déchets fin de vie, il n'y a pas de déchetterie. Et donc, les filets finissent dans les jardins, sur les plages ou dans l'eau. Et c'est comme ça que, du coup, Interface fait un partenariat avec une ONG qui s'appelle la ZSL, la Zoological Society of London. Et elle met aussi Aquafil dans la boucle en disant, et l'ONG dit, si vous voulez commencer à travailler quelque part, allez aux Philippines, parce qu'aux Philippines, il y a une double barrière de corail en grand danger à cause de la pêche. Et les pêcheurs ne savent pas quoi faire de leur filet fin de vie. Et c'est vraiment une hécatombe. Et les photos que vous voyez sur la gauche, là, c'est exactement ça. Les filets, mais il y en a partout. Quand Interface est arrivé en 2012, c'était juste un truc de dingue. Et je pense que ça doit être encore pas mal le cas dans beaucoup de deals aujourd'hui. Mais globalement, l'idée d'Interface, c'était de dire, on emmène l'ONG avec nous et on emmène Aquafil avec nous et on va essayer de parler aux pêcheurs et de leur dire que leur filet de pêche, c'est une nouvelle matière première pour nous et c'est une nouvelle matière première pour Aquafil qui s'engage à les payer un prix juste pour récupérer leur filet. Et l'ONG qui est là, elle va gérer de créer une communauté et notamment une communauté bancaire pour que les gens aient accès à des systèmes de microcrédit et d'épargne auxquels ils n'avaient pas forcément le droit avant puisqu'ils sont payés souvent à la semaine et donc ils n'ont pas d'endroit où mettre leur argent, donc ils dépensent vite. Les filets dérivants fait que leur environnement est complètement pollué, les poissons s'en vont. Donc, ils sont toujours obligés d'aller pêcher de plus en plus loin, voire de pêcher à la dynamite. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux pour le coup.
Mais l'idée donc d'aller voir là-bas et de commencer à travailler avec eux, c'était de dire bon, on va commencer à nettoyer la mer, nettoyer vos jardins, nettoyer les plages, et puis on va collecter les filets, et puis on va les ramener chez Aquafil parce qu'ils sont capables de les recycler. Alors, Et du coup, c'était donc on voit bien tout le côté vertueux du fait de dire, bah voilà, on dépollue et on récupère une matière que du coup Aquafil a pu réintégrer dans son processus de production. Ouais, et dans l'idée, c'était vraiment de se dire, on change les paradigmes et en fait, on devient un petit peu fournisseur de notre fournisseur parce que globalement, on aurait pu se dire, bon, ben, l'affaire est réglée, Aquafil s'approvisionne en déchets recyclés. Donc nous, voilà, on a de la fibre 100% recyclée, mais on a voulu aller au-delà de ça et de se dire comment est-ce qu'on impacte positivement les gens, comment est-ce qu'on pourrait en tout cas intégrer des nouveaux acteurs dans notre chaîne de valeur. Et les pêcheurs sont des nouveaux acteurs dans notre chaîne de valeur. Et donc, Networks, c'est le nom du programme et il s'est monté en 2012. Aujourd'hui, je pense qu'il a récupéré entre 220 et 250 tonnes de filets. Et c'est un projet qui s'étend. Et aujourd'hui, il est un petit peu au Cameroun, un petit peu en Indonésie. Et l'idée, c'est qu'en tout cas, Interface s'extrait de ça et que ce soit quelque chose de pérenne qui n'ait plus besoin de l'action d'Interface en tout cas. Alors du coup, on va avancer un petit peu parce que donc là, on a parlé de toute la partie amont, donc ces fameux 63% qu'on avait vus au début, mais vous n'avez pas agi que là-dessus, vous avez aussi agi sur d'autres sujets comme dans les usines. Est-ce que tu peux nous raconter par exemple l'innovation que vous avez eue sur les fameux fours qui servent à produire la moquette? Oui. Alors, il y a eu en 2014 une innovation de dingue. Alors, en 2009, il y en avait déjà eu une folle qui était sur une machine à découpe ultrasonique. En fait, en 2009, on commençait à être concurrencé beaucoup par les Chinois qui avaient des gros rendements avec des produits à bas prix. Et on s'est dit comment est-ce que… Et nous, du coup, Interface était vraiment sur un site industriel traditionnel aux Pays-Bas avec des machines traditionnelles qui découpent un petit peu à l'emporte-pièce et qui génèrent des chutes de fabrication. Et en gros, les ingénieurs se sont dit comment est-ce qu'on pourrait produire plus vite tout en générant moins de déchets. Et évidemment, les machines, elles ne sont pas existantes chez le vendeur de machines de moquette, c'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont traitées communément sur le marché. Donc, les ingénieurs sont toujours en train de réfléchir au coup d'après et ils réfléchissent sur comment est-ce qu'on découpe dans l'industrie, comment est-ce qu'on découpe des ailes d'avion, comment est-ce qu'on découpe je ne sais pas quoi. Et en fait, ils ont fait pas mal de recherches et il y a comment on découpe les ailes d'avion qui les a beaucoup inspirés. Ils ont développé une machine qui a été capable de découper, au lieu de découper 4 dalles à la fois, elle était capable d'en découper 24 à la fois sans plus générer de chute. Et c'est ce qu'on voit à l'écran si vous le voyez, sans plus générer de chute entre les découpes. Et en gros, ce process-là, en 2009, il a permis de réduire de 310 tonnes par an les déchets produits sur l'usine, ce qui est énorme. 310 tonnes, c'est 80% de déchets en moins sur le site. Donc, ça a été une avancée de fou. Et ce que tu disais, Audrey, la deuxième, pour moi, avancée de fou en 2014, ça a été le four dont tu parles. En fait, la moquette passe dans un four à un moment donné plusieurs fois. Ça monte en température et ça descend en température. Voilà, parce que c'est le secret de la recette. Et en gros, les ingénieurs se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas… Et en fait, cette machine-là, elle était très consommatrice en gaz. Interface avait déjà pas mal de panneaux solaires sur le toit, était déjà sur de l'électricité verte achètée sur le réseau. Mais globalement, tout le gaz consommé, on n'avait pas de solution. Et en fait, avant tout, il faut quand même, avant toute innovation, il faut commencer par l'efficacité, notamment sur les consommations d'énergie, l'efficacité énergétique. C'est vraiment le premier choix en termes d'impact environnemental. Et donc, du coup, les ingénieurs se sont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas développer un four qui fasse un peu un effet sauna et que la moquette, en fait, repasse plusieurs fois au même endroit et alors là, pour le coup, je ne suis pas ingénieur, mais cette machine, elle a permis de réduire jusqu'à 50% le gaz consommé par mètre carré produit. Juste parce que du coup, elle repassait et par un effet d'humidité et de chaleur, etc. On était capable de réduire la consommation de gaz jusqu'à 50%. Et par mètre carré produit, et quand on sait que l'usine fabrique 14 millions de mètres carrés par an, on a une idée de l'économie
générés par cette innovation. Et donc, oui, c'est un coût d'investir dans cette machine, mais c'est tellement une économie que c'est juste du bon sens. Et le fait est que, du coup, Interface s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas se payer justement le premium du biogaz parce que, en gros, on avait trouvé une entreprise à 30 km de la nôtre qui était capable de fabriquer du biogaz à partir de déchets alimentaires et de poissons. Et donc, en fait, on a monté un partenariat avec eux en disant, voilà, si vous revendez votre biogaz sur le réseau, nous, on vous le rachète, blablabla. Et donc, à partir de 2014, l'usine aux Pays-Bas est devenue 100% énergie renouvelable, zéro déchet envoyé en décharge, plein de trucs. Alors, j'avance encore dans le processus. On a parlé de tout ce qui est le produit en lui-même. Et tu parlais tout à l'heure de l'inspiration du biomimétisme. Donc, tu avais 2 exemples aussi par rapport à ça qui sont assez inspirants de se dire le biomimétisme, c'est comment on s'inspire des phénomènes de la nature pour mettre des innovations produits, des innovations dans les processus. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? C'est ça. Le biomimétisme, c'est vraiment un gros sujet chez Interface et c'est vraiment effectivement comment est-ce qu'on s'inspire du vivant et de la nature pour développer des process et des produits. Juste quand on a l'image de l'analyse de cycle de vie en tête et tous les impacts à toutes les étapes du cycle de vie, j'ai beaucoup parlé de l'amont. Là, je viens de parler un petit peu de l'opérationnel et de la fabrication chez Interface. Et il y a aussi la vie en œuvre. Une fois que le produit est installé ou que le produit s'installe, c'est impactant. Et on s'est dit, en tout cas, les designers, le designer en chef avec lequel travaille pas mal Interface, qui s'appelle David Oki, il a été très inspiré par le biomimétisme et il a dit à ses petits collaborateurs d'aller faire un tour en forêt pour aller voir comment la forêt crée les sols. Parce que, en gros, un sol en forêt est toujours joli, les feuilles tombent des arbres de manière aléatoire, mais c'est toujours super joli. On ne se dit pas, oh, là, cette feuille, elle est au mauvais endroit. Et en fait, ils sont revenus en se disant, mais oui, est-ce qu'on ne pourrait pas créer des motifs qui soient un peu inspirés de la nature, qui soient complètement aléatoires dans les tons, dans les lignes, etc. Et qui pourraient faire en sorte qu'on puisse poser le produit dans n'importe quel sens. Parce qu'en fait, la moquette, elle est, comme je le disais tout à l'heure, en carré, 50 cm par 50 cm, mais elle a un sens de pose. En gros, il y a une petite flèche au dos qui indique à l'installateur comment la poser. Et après, on peut créer des effets esthétiques de toutes sortes. On met du damier, ou on fait de la coupe de pierre, ou on fait tout un tas de choses un peu chouettes. Mais ça génère toujours entre 4 et 5% de chute à l'installation. Pour donner une notion, une moquette en rouleau, une moquette grande largeur, ça génère entre 10 et 15% de chute à l'installation. Et c'est hyper important parce que c'est du déchet en fait. Quand on a une tour à la Défense qui fait 50 000 m² ou 90 000 m², ça commence à peser ces chiffres-là de 4-5% de chute ou de 10-15% de chute. Et en gros, cette inspiration des feuilles de forêt, etc., ou des galets sur une plage, et ce côté design aléatoire, ça a permis de créer des dalles avec des motifs complètement différents qui peuvent se poser de manière complètement libre. Il n'y a plus de sens de pose. Et en fait, le fait qu'il n'y ait plus de sens de pose et qu'on puisse poser n'importe quel petit morceau à n'importe quel endroit, ça fait que ça limite les chutes à 1 voire 2%, ce qui est énorme en fait. Ça veut dire que l'investissement part moins à la poubelle et qu'il y a surtout moins de déchets et que du coup, c'est beaucoup plus pertinent pour l'environnement. Et le deuxième exemple qui est issu du biomimétisme, en tout cas chez Interface, sur la partie installation produit, c'est en fait les dalles de moquette, elles sont plombantes amovibles. Elles n'auraient normalement pas besoin d'être collées, voire poissées. En fait, elles ont un effet post-it. On leur donne un effet post-it avec de la poisse pour avoir accès au plancher technique et aux câbles, etc. en dessous, pour pouvoir enlever, remettre la moquette autant de fois qu'on veut sans avoir à faire des coupes. Et en gros, la colle, c'est pas hyper bon pour la qualité d'air intérieur, c'est pas hyper bon pour ce qu'on respire. Et on s'est toujours dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer de développer un système sans colle? Et on s'est inspiré des petits lézards, les petits geckos qui montent aux parois. Et en fait, ils grimpent aux parois et ils ont besoin juste de l'extrémité de leurs doigts pour grimper.
ils n'ont pas besoin d'avoir toute la pâte qui colle à la paroi pour grimper. Et ben, c'est la même chose avec la moquette. On s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir juste des petits points de fixation au sol qui ferait que la moquette, elle soit maintenue au sol et grâce au poids qu'elle a, juste avoir un petit autocollant qui fait 5 cm par 5 cm et qui viennent juste maintenir le coin de chaque dalle les unes avec les autres. Et en gros, on crée un sol flottant. Et en fait, du coup, il n'y a plus de colle, il n'y a plus de composés organiques volatiles, donc il n'y a plus de nocivité à respirer, etc. Pour l'installateur, c'est beaucoup mieux. Pour l'environnement, c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a plus de déchets dangereux sur site où il faut se débarrasser des pots de colle, mais c'est juste un petit carton qu'il faut mettre dans la poubelle jaune et du plastique qu'il faut mettre dans la poubelle jaune. Pour la recyclabilité du produit en fin de vie, c'est juste fantastique. Alors justement, Laure, a priori, on a pas mal de questions sur le côté recyclage. Peut-être je vais laisser la main à Christelle pour qu'elle puisse poser ces quelques questions, ce qui nous amène justement à la fin de vie. Tout à fait. Alors, juste pour être sûr d'avoir bien compris, Laure, tu me dis si je me trompe, au niveau du coup des composés organiques volatiles, il n'y en a plus du tout ou il y en a en infime quantité? Grâce à la pose sans colle, sur le système de tactile, en fait, ce dont je parlais là, il y en a zéro, pas détectable en fait. Pas détectable au. Ouais. Et donc, de fait, ce système très simplifié, est-ce que du coup, lorsqu'on va vouloir déconstruire sa moquette pour en changer, pour une raison X ou Y, est-ce que du coup, ça facilite le recyclage des dalles aussi? Complètement, parce que justement, comme la dalle, elle n'est plus ni poissée, ni collée au sol, et qu'elle a juste un petit autocollant qui vient au coin de la dalle, en fait, le produit, il est optimal. Il peut rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Il a toujours le même look et la même capacité technique. Alors que s'il a été poissé, voire collé, s'il reste 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand on le retire en fin de vie, on ramène tout le ragréage et tout le béton en dessous et ça le rend impropre au recyclage en fait. Une fois qu'il amène des déchets avec, il ne peut plus passer dans les process de recyclage. D'accord. Il n'est bon que pour la valorisation énergétique en fait. Ok, je comprends. Et donc, du coup, toujours dans cette logique de recyclage, comment on peut arriver à motiver des clients pour récupérer ces carrés de moquette, les renvoyer dans l'usine de traitement? Est-ce que ça a un coût qu'il prend en charge? Ça, c'est une question de Noémie. Alors oui, ça c'est la partie la plus complexe. Convaincre les clients, c'est vraiment la partie la plus complexe. Je crois qu'on en reparlera aussi avec Mickaël la semaine prochaine, donc je t'invite à faire une réponse assez courte et puis qu'on revienne là-dessus la semaine prochaine. C'est un sujet sur lequel j'ai vraiment beaucoup travaillé, qu'on appelle le Re-Entry chez Interface. C'est le programme qui récupère les moquettes fin de vie et qui leur propose soit du réemploi, soit du recyclage, soit de la valorisation énergétique. En fait, ces trois solutions sont les meilleures par rapport à la mise en décharge. Il faut toujours éviter la mise en décharge de la moquette parce que c'est le moins optimal. Globalement, dès 2005, chez Interface, on met en place le réemploi. Mais à petite échelle parce qu'on fait des partenariats avec des ressourceries qui en 2005 n'existaient pas beaucoup. Donc on avait un partenariat avec 3 ressourceries en France qui étaient capables de collecter quelques milliers de mètres carrés par an pour revendre. En fait, l'idée c'était de dire si on était un client, au lieu de payer 150 € la mise en décharge, vous payez 150 € de transport vers la ressourcerie d'à côté et c'est optimal. Vous savez que votre moquette elle a au moins une deuxième vie. Mais ça, c'est super complexe parce que les clients, en tout cas longtemps, n'ont eu pas grand-chose à faire et que la loi des chantiers veut qu'on aille rapidement, etc. Et qu'on n'a pas forcément le temps de remettre sur palette parce que l'idée, c'est que si ça doit reprendre du transport, il faut remettre les produits proprement sur palette. Si on veut que ça aille en ressourcerie, il faut que les produits soient entiers. Il ne faut pas mettre des chutes de moquettes et des morceaux parce que ça n'a pas d'intérêt. Il ne faut pas mettre celles qui sont tachées. Enfin bref, il y a tout un tas de barrières à ça. Bref, en tout cas, de manière optimale, le service Re-Entry a été monté avec un gros partenariat en 2016 avec Ares. Ares qui est un groupe qui emploie les personnes un peu éloignées du travail et qui sont aussi spécialisées dans le bâtiment. Et avec Ares, on a été capable d'avoir la main-d'œuvre qui est capable de nettoyer un chantier, de récupérer les moquettes,
de les trier en premier choix, deuxième choix, troisième choix, et pour que potentiellement on puisse revendre la moquette seconde main, celle qui soit premier choix, on puisse la revendre de seconde main, et puis les deux, troisième choix, voir les différentes alternatives de réemploi possibles, et puis celles qui sont impropres au réemploi et qui sont bonnes à recycler, on les envoie au recyclage, et le reste part en valorisation énergétique. Mais ça reste un coût pour le client, donc ça reste toujours compliqué. Aujourd'hui, je vois des lumières avec la nouvelle loi anti-gaspillage et économie circulaire qui va du coup rendre certains sujets au goût du jour. Et je pense que voilà, ces sujets et la capacité d'interface, en tout cas aujourd'hui, à proposer un service qui récupère les produits fin de vie pour leur proposer soit du réemploi, soit du recyclage, c'est une vraie alternative que peu ont en place. Et je pense que ça va faire la différence avec les clients. Mais ça a toujours été vraiment un sujet complexe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Christelle? On est bon. Alors, du coup, si on continue, donc on a parlé un peu de la fin de vie. Le dernier point dont on voulait parler, c'était le fameux programme ambassadeur. C'est-à-dire comment on fait pour embarquer les personnes. Ça rejoindra une question qu'il y avait aussi tout à l'heure sur le sujet. Ouais. En 3 minutes, c'est super. En fait, ça rentre dans la partie sensibilisation des parties prenantes. Il y a un gros programme qui a été mis en place et il a été mis en place en Europe, en fait, avant les US. Et ça, c'était assez sympathique de le noter. On a mis en place un programme d'ambassadeurs dès 2005. Et l'idée, c'était de former les collaborateurs interface au sujet du développement durable. Parce que même tous les premiers programmes initiaux, dont je ne vais pas forcément énumérer tous les sujets au départ, mais ça s'est toujours beaucoup basé sur les gens et beaucoup basé sur leurs bonnes idées et leur capacité à traduire la mission zéro dans leur job. Et le programme d'ambassadeur, ce n'était que ça. C'est-à-dire, ça a été de dire comment est-ce qu'on pourrait former les gens au sujet pour qu'ils puissent monter en compétences et qu'ils puissent être acteurs de la mission zéro et qu'ils puissent qu'ils puissent proposer des choses. Et donc en 2005, on met ce programme d'ambassadeur qui est une formation sur 3 niveaux. Premier niveau, obligatoire pour tout le monde, c'est-à-dire une petite formation de 2 heures pour tous les nouveaux collaborateurs entrants et pour tous les existants, mais sur qu'est-ce que le développement durable et qu'est-ce que le développement durable chez Interface. Et puis ensuite, il y avait un niveau 2 et un niveau 3 qui étaient sur une base de volontariat, où le niveau 2, on montait un peu en compétence sur le sujet par rapport à son métier, et puis le niveau 3, où on avait des grands sujets de société à étudier, etc. Et pendant 2 jours, on faisait des jeux, des mises en situation, etc., pour essayer d'adopter une vision critique par rapport au développement durable, par rapport à ce que sont les énergies renouvelables, les biocarburants, blablabla, enfin tout un tas de sujets. Et suite au niveau 3, on pouvait, l'idée c'était de faire une sorte de petit devoir sur c'est quoi toi ta bonne idée pour faire que Interface arrive plus tôt à la mission zéro. Et en fait, c'est fantastique parce que quand on forme des commerciaux ou des ingénieurs ou des financiers, etc., chacun a des idées assez incroyables et en fait, si l'idée elle était facilement implémentable et à un coût raisonnable, Interface donnait la capacité aux gens de monter leur propre projet. Et le programme d'ambassadeur, c'est vraiment un programme qui a vraiment fait avancer la mission zéro, beaucoup au niveau des usines. Si l'usine, je vous disais aux Pays-Bas tout à l'heure, si elle est zéro déchet envoyé en décharge, si elle est 100% énergie renouvelable, si elle a réduit de 98% ses consommations d'eau, c'est parce que des ingénieurs à un moment donné se sont dit comment est-ce qu'on pourrait faire, et il n'y a pas mieux que les gens dans leur job, une fois qu'ils sont informés, il n'y a pas mieux qu'eux pour innover. Et, alors, je vais être obligée de saisir la perche que tu me tends parce que du coup, le mouvement juste après on fait quoi vise justement à aider les personnes qui ont envie d'aller vers des pratiques plus vertueuses après cette crise au sein de leur entreprise, de leur écosystème, qu'ils puissent trouver des actions pour le faire. Donc là, on a bien compris tout votre parcours. Du coup, je vais en profiter pour lancer un sondage pour tous ceux qui nous écoutent. C'est parti, je le lance. Je vous invite à répondre, de savoir déjà si votre entreprise ou vos clients, si vous êtes consultant, ont déjà réalisé une analyse de cycle de vie ou d'autres mesures pour mesurer votre impact environnemental.
si votre entreprise a déjà mis en place des actions du type de ce que Laure nous a décrit. Et puis, si elle s'était fixé des objectifs ambitieux, si elle a déjà mis en place un programme de ce type-là. N'hésitez pas à nous partager ça. Juste, du coup, j'avais pas fini. Juste un truc sur en amont, tu sais, quand on parlait de soit de réduire la quantité de fibres, les fibres recyclées, j'avais pas parlé du biosourcé. Je t'entends plus, du coup. Ah, oui, pardon, vas-y. Et du coup, je trouvais que c'était. Je finis juste là-dessus, parce qu'en fait, le biosourcé aujourd'hui, la fibre végétale qu'Interface est capable d'intégrer dans ses produits, ça vient de plantes de ricin. Parce que l'huile de ricin, aujourd'hui, c'est la seule qui est suffisamment techniquement performante pour pouvoir être substituée au nylon, et encore pas complètement. Mais pour la petite histoire, en 2004, quand moi je suis arrivée chez Interface, Interface commençait à développer une fibre qui était issue de l'amidon de maïs. Et tout le monde disait « Ah, mais c'est super, ça y est, on a une fibre végétale issue de l'amidon de maïs, blablabla. Bla, bla, bla. » Sauf que, en fait, on s'est vite aperçu que ce n'était pas pertinent pour tout un tas de raisons. Mais la principale, c'était qu'il était hors de question de cultiver des champs de maïs pour fabriquer de la moquette. Alors que voilà, le maïs, il fallait l'utiliser pour nourrir la planète. Mais c'était intéressant dans la démarche parce que voilà, on s'est dit ça en 2003. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui peuvent se dire ça parce qu'ils n'ont pas forcément fait le cheminement. Mais le végétal, c'est une super source. Mais il faut forcément que ce soit pertinent. Et l'huile de ricin, aujourd'hui, en tout cas, apparaît comme une solution pertinente pour Interface parce que ça pousse sur des terres impropres aux cultures. Donc, souvent, ça donne des revenus complémentaires aux agriculteurs parce que ça pousse sur des talus, etc. Ça nécessite peu d'eau et puis il y a plusieurs récoltes par an. Donc, aujourd'hui, c'est un des choix qu'Interface a fait. Mais en tout cas, l'entreprise continue toujours à trouver des alternatives sur ces sujets-là. Alors, on voit que c'est des initiatives qui sont vertueuses. Je vois que Christelle a une question. On va prendre la question et puis ensuite, on reviendra sur le sondage. Exactement. Je rebondis un peu sur le sondage et puis sur ce que Laure dit par rapport à l'analyse du cycle de vie parce que on voit que vous l'avez vraiment beaucoup étudié chez Interface. Et une question de Mélisse qui nous demande, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui le font ou font des bilans carbone, mais mais ne passent pas à l'action. Donc, qu'est-ce qui pour vous avait été vraiment le réel déclic? En fait, le réel déclic, on avait la chance de l'avoir eu un peu avant l'ACV. L'ACV n'est que l'outil. La conviction du fait qu'il fallait changer de modèle, on l'avait avant. Ce qui a rendu notre démarche pertinente, par contre, c'est l'ACV, parce que l'ACV nous a permis d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une photo des impacts et du coup de prioriser nos actions. Je dirais que si l'entreprise n'est pas convaincue, l'ACV ne fera pas grand-chose. L'ACV permet de mieux orienter la démarche, normalement, si c'est bien compris, et d'avoir une espèce de gymnastique un peu de systémie qui est intéressante, mais il faut avoir la conviction. Alors après, tout dépend de l'entreprise, du secteur sur lequel elle est et des enjeux auxquels elle fait face, parce qu'il y a plus ou moins de risques ou plus ou moins d'opportunités, mais globalement, si elle dépend à un moment donné du pétrole dans sa chaîne de valeur, il va falloir malgré tout qu'elle repense un peu son modèle. Alors, je vous propose de partager les résultats qui sont plutôt positifs. Je ne sais pas si vous les voyez apparaître à l'écran. On voit qu'il y a quand même, en gros, 70% qui ont fait soit une analyse de cycle de vie, soit d'autres démarches pour mesurer son impact environnemental. Ça rejoint ce que disait Christelle à l'instant sur le fait qu'il y a des démarches qui sont en cours, qu'il y a quand même 40% qui ont changé les sources d'approvisionnement pour aller vers de la matière recyclée ou biosourcée, 50% qui ont réduit l'utilisation de la matière pour fabriquer les produits, 30% qui ont optimisé les transports, 50% qui ont réduit les coûts d'énergie et de perte matière. Je pense que c'était un sujet qui était vraiment prégnant dans les dernières années avec un impact économique et tellement évident que c'était facile à aller vers ce sujet-là. Par contre, le biomimétisme, c'est une piste qui a été moins creusée, puisqu'on voit qu'il n'y a que 13% qui ont travaillé là-dessus. Et la fin de vie, 50% aussi. Donc, par rapport aux personnes qui ont répondu, en tout cas, c'est plutôt encourageant.
Et on voit que 43% s'est fixé des objectifs ambitieux pour réduire l'impact environnemental et 57% ont mis en place un programme ambassadeur, quel qu'il soit, pour faire avancer les sujets RSE. Peut-être si vous souhaitez nous partager dans la partie converser les freins que vous rencontrez aujourd'hui, vous qui êtes au sein de votre entreprise, pour faire encore avancer ces sujets-là. On serait ravis d'avoir un petit retour sur les freins que vous rencontrez. N'hésitez pas à commenter dans Converser. Soit on en discute maintenant, soit on les utilisera pour là aussi orienter le débat avec Mickaël la semaine prochaine. Du coup, pour compléter, donc on a bien vu toute la méthodologie que vous avez utilisée et les exemples qui, je pense, sont très parlants pour savoir comment avancer là-dessus. J'avais une question qui était un peu comment on finance tout ça, comment voilà, on peut se dire, tiens, est-ce que toute entreprise y a accès? Donc, première question. Et la deuxième question, c'est autour de l'impact, avant de finaliser cette interview et d'ouvrir aux dernières questions. Comment est-ce qu'on finance tout ça? C'est une bonne question. La capacité long terme, enfin en tout cas la vision long terme de l'entreprise, je pense, a beaucoup joué là-dessus. Longtemps, en fait, on a fait des calculs de coûts évités. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, en fonction des 7 axes, on travaille sur le zéro déchet, les zéro émission, non nocive, les énergies renouvelables, etc. Et donc, tout ce qui est du déchet est un coût, tout ce qui est une énergie fossile est un coût, tout ce qui n'est pas encore bouclé, la boucle est un coût. On a mis des systèmes de coûts sur les choses qui ne nous paraissaient pas pérennes, en tout cas, et utiles. Et longtemps, on a fait des calculs en coûts évités. Et jusqu'à 2014, on disait que sur 10 ans, de 2004 à 2014, grâce à toutes les innovations qu'on avait mises en place, on avait pu éviter jusqu'à 250 millions de dollars de coûts évités. Donc, c'était des économies générées qu'on était capable de réinvestir aussi dans le modèle. Et c'est toute la force, je pense aussi, d'Interface, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un investissement, il y a forcément à plus ou moins long terme, encore une fois, mais un retour sur investissement. Je parlais tout à l'heure de la machine qui découpe 24 dalles à la fois. Donc, elle a un rendement à la fois plus important et en même temps, elle génère moins de déchets. Elle génère jusqu'à 80% de déchets en moins. Donc, c'est des coûts de déchets en moins et c'est de la richesse en plus parce qu'il y a un rendement en plus. La machine qui a été capable d'économiser jusqu'à 40-50% de consommation de gaz par mètre carré produit, encore une fois, c'est des économies générées. Donc, le coût derrière n'est plus si important que ça. Et en fait, ce n'est que ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on développe quelque chose, le retour sur investissement est toujours assez moyen-long terme. Et après, c'est beaucoup de partenariats, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de choses qu'on met en place avec les fournisseurs, avec les partenaires. Mais globalement, c'est un coût, oui, mais pas tant que ça parce que ça crée de la richesse ailleurs. Ça crée de la richesse pour les collaborateurs qui sont ultra contents de bosser pour une boîte de moquettes. C'est pas ultra sexy de bosser pour de la moquette, mais mince, quand l'entreprise a une mission zéro, c'est juste fantastique. On ne se lève pas de la même manière tous les matins pour aller bosser. Donc ça, c'est une richesse de fou. Et puis, sur la réputation, c'est une richesse sur le chiffre d'affaires, mais c'est une richesse et sur Alors justement, sur le chiffre d'affaires, est-ce que Interface est toujours leader? Et on reviendra là aussi avec Mickaël un peu plus là-dessus et sur les impacts, mais c'est juste pour ceux qui nous suivent, savoir un petit peu quand notre objectif, c'est de dire on cherche aussi de la rentabilité. Est-ce que Interface est toujours leader aujourd'hui? Tout à fait. Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'elle s'est lancée dans un pari complètement dingue en 94, et elle était leader sur son marché et elle est restée leader sur son marché. Et vraiment, je trouve que la vision qu'impose Interface sur le marché, elle est super parce que, je disais tout à l'heure, elle essaye de maintenir un niveau de prix et de crédibilité produit assez importante. Et toutes les actions qu'elle met derrière en œuvre sur l'innovation, etc., ça renforce toute cette démarche-là. Et oui, c'est rentable, c'est carrément rentable.
Alors, j'affiche juste les impacts que vous avez réussi à avoir qui datent de 2017. Et là encore, je fais de la pub à fond pour la semaine prochaine. On reviendra là-dessus la semaine prochaine. Vraiment, en 1 minute, on affiche, hein, donc c'est 96% de réduction d'émissions de CO2. On a moins de 88% de réduction de consommation. Ouais, 83. 96%. Ouais. Vas-y. Vas-y. 96% de réduction des émissions de CO2 au niveau des usines. Et quand on fait l'ensemble du cycle de vie du produit, quand on a l'ACV en tête, c'est 66% de l'impact carbone en moins sur nos produits de l'extraction des matières premières à la fin de vie. Donc ça, c'est assez intéressant. Et de se dire aussi que 63% des matériaux aujourd'hui au niveau mondial qui sont utilisés sont soit recyclés, soit biosourcés. Donc, enfin, c'est 2017. Ça a certainement un petit peu augmenté depuis. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, ce chiffre-là se rapproche du 100%. Et voilà, et de transiter vers l'après. Mais globalement, elle affiche des chiffres assez incroyables au niveau mondial. Et alors, du coup, j'en arrive à le dernier point qui est le fait que tu n'es plus chez Interface aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta vision de Bleu, pourquoi tu es partie et qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Ouais. En fait, du coup, au-delà d'avoir la casquette développement durable chez Interface, j'étais aussi directrice de la communication et j'ai beaucoup partagé le modèle. J'ai été invitée dans beaucoup de tables rondes, de conférences, dans les écoles, dans des tonnes de choses, les consultants, etc., pour parler du modèle Interface et comment est-ce que Interface avait démarré et pourquoi Interface avait démarré et comment une entreprise de moquette, blablabla. Et je me disais, mais c'est fou, c'est fou. À chaque fois que je sors d'un endroit, on me dit, mais c'est incroyable ce que vous avez fait, mais tout le monde devrait le faire. Et je dis, mais oui. Et si une entreprise de moquette est capable de le faire, juste n'importe qui est capable de le faire. Et en fait, voilà. Et chez Interface, j'ai eu une expérience de dingue. C'est vraiment une boîte incroyable avec des hauts et des bas parce que ça reste aussi une entreprise qui fonctionne de manière classique et qui doit de temps en temps être rigide, etc. Mais c'est quand même une entreprise de fou dans laquelle j'ai monté des missions de dingue et j'ai beaucoup évolué. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais bien passer de l'autre côté pour essayer de rameuter le plus d'entreprises autour de moi sur ces sujets et de dire, je l'ai vécu de l'intérieur, je suis capable de vous en parler, je suis capable de vous dire des choses vraies, quoi, réelles. Et donc, j'ai décidé de passer du côté conseil. Et j'ai passé une petite année chez Utopie aussi, qui est un cabinet parisien en stratégie développement durable. Et puis, mais je suis basée dans l'Ouest et je passais beaucoup de temps sur les projets parisiens et pas assez sur ceux de l'Ouest. Donc j'ai eu une super expérience aussi chez Utopie qui m'a permis de me rendre encore plus forte pour monter ma structure à Angers. Est-ce que tu nous autorises à communiquer tes coordonnées auprès des participants de manière à ce qu'ils puissent te contacter si éventuellement ils souhaitent t'accompagner et bénéficier de l'expérience que tu as eue sur Interface? Complètement, oui, j'autorise. Alors, peut-être dernière question, c'est ce qui est devenu traditionnel au bout de ce 3e live, qui est quel conseil tu voudrais donner aux personnes qui voudraient changer les choses au sein de leur entreprise? C'est quoi le conseil majeur que tu voudrais leur donner? En fait, je voudrais dire qu'il ne faut pas commencer par n'importe quoi. En fait, on a il y a une espèce de sensation d'urgence en ce moment qui est palpable et c'est normal. Et je pense qu'on est dans une période qui va, je l'espère, initier plein de changements. Donc ça, c'est chouette aussi. Je pense qu'il faut vraiment comprendre les enjeux sur lesquels se trouve votre entreprise et votre activité et travailler le développement durable par son cœur d'activité, vraiment le produit, et réfléchir si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment est-ce que vous voyez votre entreprise et comment est-ce que vous voyez votre produit et est-ce que, avec ce que l'on sait aujourd'hui des limites de la planète et des règles du jeu de la planète, est-ce que votre activité, elle peut jouer avec ces règles du jeu? Est-ce qu'elle est capable d'être en équilibre avec ça ou pas? Et essayer d'avoir vraiment toujours une vision. Il n'y a pas de solution toute faite et il ne faut jamais baisser les bras. C'est un sujet complexe, mais qui vraiment mérite d'être travaillé et qui, une fois qu'il est compris, intégré, je pense, fait avancer et fait innover. Mais vraiment prendre le sujet par le cœur de votre activité et par la mesure.
aussi, parce qu'on innove souvent que lorsqu'on sait exactement où sont nos impacts et comment est-ce qu'on peut prioriser nos actions. Je dirais que c'est les premiers éléments à mettre en place. Alors, est-ce qu'il reste quelques questions auxquelles on n'aurait pas répondu, Christelle? On va essayer de faire court parce que le temps file et je pense que l'apéro guette. Ouais, j'imagine bien. Alors, celle-ci a plutôt fait l'unanimité, enfin, en tout cas, plusieurs personnes l'ont posée. C'est la question des salons professionnels où il y a beaucoup de moquettes qui sont jetées. Donc, quid de ce marché-là? Est-ce qu'on ne peut pas, du coup, utiliser cette solution pour recycler aussi cette moquette jetée très rapidement? Mais tout à fait, c'est un vrai sujet, la moquette, le petit polypro là qu'on déroule rapido, qui est pas très, enfin, qui est méga impactant et qui est en fin de vie est brûlé. C'est pas génial. Interface a beaucoup bossé sur le sujet. Le seul truc, c'est que, encore une fois, c'est une histoire de coût. Vous avez bossé sur le sujet, mais par contre, vous ne fournissez pas de moquettes pour ce genre de salon de mémoire. Non, mais on a quand même essayé à un moment donné de s'approcher du parc des expos Porte de Versailles à Paris, par exemple, pour dire, et on avait fait la même chose avec le parc des expos à Londres. En fait, dans la sous-couche, on est capable d'intégrer des petits morceaux de métaux pour la rendre magnétique. Et en fait, on est capable sur une résine, d'avoir une résine magnétique pour avoir la moquette qui soit, du coup, au lieu d'être poissée, comme je le disais tout à l'heure, elle peut être magnétique. Et en fait, l'idée est comme la moquette, en fait, interface, elle est ultra résistante, elle serait capable de résister à des tonnes de salons, en fait, des centaines de salons. Le seul truc, c'est qu'il faut être capable de la stocker et qu'il faut être capable en une nuit, souvent, parce que ça change le salon à un autre, il faut être capable de poser de la moquette qui est en dalle sur des milliers de mètres carrés. Et en général, c'est plus long que de dérouler des rouleaux. Donc ça n'a jamais vraiment fait, en tout cas, les exposants les centres d'exposition n'ont jamais été très friands de ça jusque-là. Donc nous, notre parti pris, c'est d'essayer de travailler avec les exposants et ceux qui ont des stands et qui, du coup, réutilisent leurs stands sur plusieurs salons. Et donc, l'idée, c'était de leur dire, au moins sur votre stand, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir de la moquette qui soit réutilisée sur plusieurs salons et puis, en fin de vie, elle a une deuxième vie, quoi. Mais ça reste un sujet complexe. Mais Interface ne fabrique pas pour ce genre de petits polypro là qu'on déroule pour les salons. Mais c'est au salon de faire une vraie transition et de changer un petit peu leur façon de faire. Ce qui rejoint le live 1 où on parlait événementiel et durabilité. Christelle, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a d'autres questions, notamment celle que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est un Savoyard qui l'a posée, mais en tout cas, il vous demande si c'est grâce à vous, du coup, qu'on a ces pots de ski, ce qu'on appelle les pots de phoque, en fait, dans les skis de rando sans colle, du coup. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Peut-être, j'espère. J'aimerais bien. Enfin, je pense que le modèle interface a influencé beaucoup de monde et encore aujourd'hui, je connais quelques entreprises qui me disent, ben oui, effectivement, nous, ça nous a pas mal inspiré. Mais voilà, le modèle, il n'est pas propre à interface et il faut que ça se fasse des petits. Et donc, c'est très bien. Pourvu que ça a été inspiré par interface, ouais. Ok. On a d'autres questions, mais je pense que vu l'heure qui tourne et comme on sait qu'on a Mickaël la semaine prochaine, on se met bien sous le coude pour la semaine prochaine. Ouais. Super. Vous poser tout plein de questions compliquées. Exactement. Je crois qu'il nous regarde, il va être ravi. Ouais. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais faire un dernier sondage pour savoir si du coup ça vous a plu et connaître le meilleur horaire pour vous pour ce genre de live. Je vous rappelle l'épisode de mercredi prochain, 22 avril à 14 h. Le forum ouvert qui se lance le jeudi 23 à 11 h. Et puis, on vous fait un mail demain avec le contact de Laure, les différentes inscriptions et le replay sera disponible dès que notre connexion fonctionne bien, donc au plus tard ce week-end. Je lance le sondage et je vous remercie tous et toutes pour votre participation. Et puis, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup.